La Guyane au cœur de l'attention de deux ténors du centre et de la gauche radicale. Christophe Castaner du parti présidentiel et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise sont aux côtés de leurs candidats pour ces législatives partielles de la seconde circonscription. Et de la sécurité au menu de ce journal, 3 collèges de Guyane bénéficient d'une surveillance rapprochée en cette rentrée scolaire. Pour la Fédération autonome des parents d'élèves et d'étudiants, il s'agit tout juste d'une solution à court terme à suivre dans cette édition. Et puis 15 jeunes de bac professionnel s'envolent aujourd'hui pour Toulouse et le Portugal. Un séjour de 3 semaines dans le cadre des échanges Erasmus pour découvrir les métiers du service à la personne. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ces tranches d'information. À la une ce soir, Christophe Castaner des Républicains En Marche et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise dans l'arène des législatives partielles de la seconde circonscription. Tous deux sont venus soutenir leurs poulains, respectivement Lénaïck Adam et Davy Riemann. Cette élection partielle est cruciale pour les Républicains En Marche après la précédente défaite dans le Val d'Oise et dans le territoire de Belfort. Un scrutin de taille également pour les Insoumis arrivés en tête du premier tour de la présidentielle en Guyane. Pierre Tréfoux est allé à la rencontre des deux hommes politiques. Regardez. À l'aéroport Félix Éboué, c'est un véritable chassé-croisé politique qui s'est opéré cet après-midi. L'arrivée du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et le départ du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Tous les deux sont venus pour soutenir leur candidat à l'élection législative partielle de la deuxième circonscription. Le candidat de la République En Marche, Lénaïck Adam, a passé 3 jours avec le porte-parole du gouvernement à sillonner une grande partie de l'ouest de la circonscription. Pendant ce séjour, un déplacement en hélicoptère a fait grincer les dents aux partisans de Davy Riemann, soutenu par Jean-Luc Mélenchon. Il y a un compte de campagne parfaitement légal dans lequel le candidat a avancé sur ses frais personnels un moyen de transport. Ce moyen de transport est déclaré, n'est pas caché. Et puis quand je vois que la polémique est lancée de Paris, depuis Paris, M. Mélenchon, qui vient de se faire invalider, manque de bol pour lui, 440 000 € de son compte de campagne, dont on découvre que certains des députés qui faisaient sa campagne étaient salariés à hauteur de 30 000 €, et dont on découvre que son association de soutien a surfacturé de 100 000 €, si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans la presse par une enquête de journalistes, je me dis qu'effectivement, vouloir faire une petite polémique depuis Paris est bien inutile. Mais peut-être qu'effectivement, il n'avait pas grand-chose à dire sur la Guyane. Et le Jacobin, très parisien, même si maintenant il est élu à Marseille depuis quelques mois, Jean-Luc Mélenchon, mais dont je sais qu'il n'a jamais cru dans l'autonomie des territoires, contrairement à moi, qui revendique la plus grande autonomie possible dans la République pour la Guyane, n'avait pas grand-chose à dire, donc il a lancé cette polémique un peu futile. Ça n'est pas à la hauteur de ce que le peuple de Guyane attend. Alors que le leader de la France Insoumise est en pleine tourmente de soupçons de surfacturation lors de la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon effectue un déplacement en Guyane pendant 7 jours pour soutenir le candidat Davy Riemann. Nous avons décidé de soutenir cet homme parce qu'il nous a semblé être le plus représentatif à ce moment-ci de la situation, parce qu'on a fait sa connaissance, on n'a pas pris une décision comme ça. On l'a rencontré, on a été impressionné par la force de caractère du personnage, sa maîtrise de soi, et ça nous a semblé être le mieux placé pour exprimer ce renouveau que nous voudrions pour notre pays. Avec la venue de ces soutiens pour les candidats, la législative partielle de la deuxième circonscription prend des allures de campagne nationale, avec un duel entre la France Insoumise et la majorité présidentielle pour un siège de plus à l'Assemblée nationale. Eugène Nonon, Maurice Duménil, Eugénie Tell et Boué à Saint-Laurent-du-Maroni en cette rentrée des classes. Une surveillance renforcée a été mise en place aux abords des collèges suite à la réunion du 9 février dernier qui mettait fin à la grève contre l'insécurité dans le second degré. Une surveillance quasi permanente en particulier à la pause de midi selon les services de la préfecture. Gaël Wassim a observé le dispositif ce matin devant le collège Eugène Nonon. Voici son reportage. C'est un jour de rentrée sous très haute surveillance. C'est ce que l'on pouvait retenir de ce lundi matin aux abords des différents établissements scolaires de l'île de Cayenne. Dans une collaboration qui relie la police municipale, nationale, la gendarmerie et le rectorat,
C'est pas moins de 150 fonctionnaires de la sécurité publique qui sont en charge de cette opération qui s'étend sur tout le département. Le préfet nous a demandé d'augmenter la sécurisation aux abords des établissements scolaires, sachant que depuis le début de l'année, nous sommes déjà très présents sur ces établissements scolaires et nous avons encore renforcé dans cette rentrée de vacances notre dispositif aux sorties des établissements les plus sensibles. Nous sommes présents déjà sur la ville, mais c'est vrai que les agressions, surtout, elles ont lieu aux sorties, aux entrées, plutôt aux sorties, on va dire. Donc nous serons effectivement présents de 11h30 à midi et demi. Nous serons aussi présents à la rentrée à 14h et nous serons présents à la sortie. Résultant d'un engagement pris par le préfet le 9 février dernier, la présence des forces de l'ordre sera accrue aux abords des établissements scolaires les plus sensibles, venant ainsi renforcer le dispositif de la Convention Évidence. La Convention Évidence, qui existe depuis de nombreux mois maintenant, est une convention qui a été signée par les différents partenaires, justice, sécurité intérieure, rectorat, donc éducation nationale, et qui permet en quasi temps réel de faire remonter des événements un petit peu sensibles dans les établissements scolaires. Une fois que ces événements sont remontés en préfecture via le rectorat, les forces de sécurité intérieure agissent directement dans les établissements, soit par des réunions avec la communauté pédagogique et le chef de l'établissement, soit directement avec les auteurs de troubles pour faire de la prévention, mais également pour essayer de stopper les faits de délinquance dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, la Convention Évidence fonctionne très bien et l'idée, par cette présence accrue des forces de sécurité aux abords des établissements scolaires, c'est de venir renforcer davantage l'action qui s'inscrit dans la Convention Évidence. Cette opération de sécurisation se poursuivra pour le reste de l'année scolaire pour l'ensemble des établissements du département. Et notre invité du jour est Aïssatou Chambaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane, la FAPEG, qui a vu le jour il y a quelques mois. Que pensez-vous de ce dispositif qu'on vient de regarder ? Alors, ce qui a été annoncé par la préfecture ce matin ne règle en rien le problème de la violence aux abords des établissements et en particulier au sein des établissements scolaires. À aucun moment on nous parle de prévention, à aucun moment on nous parle de médiation, puisque la médiation c'est un métier et ça peut résoudre le problème de violence et d'insécurité. À aucun moment on nous en parle. Et il faut savoir aussi que concernant la Convention Évidence, il y a deux principaux partenaires qui n'y sont pas associés, à savoir les mairies qui sont responsables de la sécurité dans les communes et les parents d'élèves qui sont les premiers éducateurs des enfants. Chose importante dans votre discours pour cette année 2018, vous êtes prêt à partir, à saisir la justice pour faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité dans les établissements. De quelle manière ? Alors, on invite l'ensemble des parents d'élèves, mais l'ensemble des membres de la communauté éducative à nous faire remonter tous les dysfonctionnements, tous les manquements inhérents au fonctionnement des établissements. Alors, on tient à couper court à une idée reçue qui circule depuis qu'on a fait notre conférence de presse ce samedi. À aucun moment il n'est question d'attaquer en justice les enseignants ou les chefs d'établissement. Ce sont vraiment les institutions, les manquements liés aux institutions, au non-respect de la réglementation. À aucun moment les chefs d'établissement ne sont visés. Vous avez des exemples de non-respect de réglementation? Non, alors il y a une nomenclature qui est faite. Alors nous, on ne va pas la lister, puisque justement, il est question aujourd'hui de recenser tout ce que les parents d'élèves et la communauté éducative considèrent comme des manquements, pour justement voir si ces manquements donnent lieu à une action de médiation ou à une action en justice. Donc voilà. Vous avez aussi adressé un courrier au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, c'était le 8 février dernier. Quel était l'objet de cette requête ? Eh bien, mettre le doigt sur justement tous les manquements, ce désagrégement en vigueur dans les établissements, puisque là, on arrive petit à petit à la mort du REP+, puisqu'on dépouille les établissements de tous leurs moyens, moyens humains, moyens financiers, de tous les moyens qui permettaient aux élèves de s'en sortir. Et bien là, ce n'est plus possible, tant pour les enseignants que pour les élèves. Alors, les parents d'élèves, aussi l'association, a rencontré Olivier Ginès, qui est le directeur de cabinet du recteur, et donc il est aussi du préfet, excusez-moi, du préfet. Et du coup, il a exprimer sa volonté de pouvoir négocier, en tout cas de travailler avec les associations. On écoute son intervention et on revient en parler tout à l'heure. D'accord. J'ai reçu personnellement ces parents d'élèves à la veille des mouvements liés à la violence dans les établissements scolaires. Avec un collectif d'intersyndicales, ils étaient présents, on a discuté sur les problématiques liées à la sécurité dans les établissements. On a beaucoup échangé, ils nous ont fait part de leurs propositions que nous avons notées.
que nous essayons de mettre en œuvre. Donc nous sommes à l'écoute. Ils étaient également invités, c'était un engagement du préfet, ils étaient invités à la réunion du 9 février avec l'ensemble de la communauté éducative, avec l'ensemble des autorités. Donc c'est un pas assez conséquent de la part des services de l'État de les engager dans la démarche avec nous. Donc on est dans une démarche collective. Maintenant, ce qu'ils vont faire, je n'en sais pas plus que ce que vous me décrivez là. On verra. Sur l'aspect éducation nationale, je laisserai bien entendu les services du recteur le soin de répondre aux attentes de ces fédérations de parents d'élèves. Sur l'aspect sécurité, je crois qu'aujourd'hui, par notre présence, une présence qui va se développer au cours des jours qui viennent, on répond aussi aux attentes de ces parents d'élèves. Que pensez-vous de cette intervention? Alors, à un moment donné, il faut arrêter de leurrer l'opinion publique. Ce n'était absolument pas à la demande du préfet, c'est nous qui avons demandé à être présents à cette réunion du 9 février. C'est nous qui, depuis 2 ans maintenant, demandons à ce que la Convention évidence soit révisée, puisqu'il est question d'inclure les CLSPD, les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, dans la Convention évidence. Mais en amont, elle doit être révisée, puisqu'elle ne répond pas aux besoins de prévention, comme je l'ai dit, et il manque des signataires. Donc, tant qu'elle n'est pas révisée, on se demande comment il est possible d'inclure de nouveaux partenaires pour que ce soit efficient. Vous pointez également du doigt le manque de surveillants dû à la suppression des postes et à la non-pérennisation de certains contrats. Combien de postes faudrait-il aujourd'hui pour que l'Académie de Guyane fonctionne de façon optimale? Alors, combien? Je ne le sais pas, mais en tout cas, il faudrait rétablir l'ensemble des postes qui ont été supprimés. C'est environ 400 postes. Pour l'instant, le rectorat propose 204 postes qui équivalent à 102 équivalents temps plein. Ce n'est absolument pas suffisant, puisque les élèves ont besoin d'encadrement. On supprime tous les moyens d'encadrement. On supprime aussi, hormis les surveillants, la dotation globale horaire. Ça veut dire qu'il y aura des enseignants en moins, des cours en moins, des prises en charge en moins, et les élèves les plus en difficulté, eh bien, ils resteront avec leurs difficultés. Alors la FAPEG, la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane, a vu le jour il y a quelques mois, l'année dernière, 5 mois. Quel bilan tirez-vous après ces 5 premiers mois d'exercice? Alors un bilan très positif, nous avons été accueillis très favorablement sur le terrain, tant par les parents d'élèves que par les partenaires, l'ensemble des partenaires qui n'avaient pas d'instance vers laquelle se tourner en matière d'éducation, en matière de scolarité, en matière de défense des intérêts des élèves et des parents d'élèves. Donc, un accueil très favorable, mais le chantier est vaste. Aïssatou Chambaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Éducation toujours, restons dans ce volet avec 15 jeunes de bac professionnel qui s'envolent aujourd'hui même à Toulouse et au Portugal, un séjour de 3 semaines dans le cadre des échanges Erasmus. Moment de découverte de l'Europe pour beaucoup et surtout une occasion de tâter le terrain professionnel dans le domaine des services à la personne. Gaël Wassim a rencontré les élèves à l'aéroport avant leur départ. Regardez son reportage. C'est avec enthousiasme et le baume au cœur que ces 15 jeunes de la maison familiale rurale de Regina s'envoleront vers l'Europe. Dans le cadre du programme d'échange Erasmus, ils bénéficieront d'un stage à l'étranger, plus particulièrement au Portugal. Actuellement en première année de Bac Pro Service à la personne et territoire au lycée professionnel de Regina, Eric et Graziel ont hâte de découvrir un nouveau pays. Pour moi, c'est de découvrir un nouveau pays, d'échanger avec d'autres élèves d'autres pays et découvrir de nouveaux lieux de stage. Travailler dans des lieux de personnes handicapées, tout ça, qui a le service à la personne et au territoire, des animations et des assos. Je vais devenir infirmier. Déjà découvrir un peu le Portugal, puisqu'on va y aller pour effectuer un stage. Chacun d'entre nous, on a un stage dans des lieux différents. Et moi, je serai en petite enfance. La structure, je ne sais pas encore. Je sais tout simplement que c'est avec les petits. Je parle portugais du Brésil, bien sûr, pas le portugais du Portugal. C'est un peu différent, mais ça va y aller. L'objectif de ce voyage est bien évidemment la découverte, mais aussi l'apprentissage en structure de par leur cursus. Donc là, l'objectif, c'est de partir sur un programme Erasmus de mobilité européenne. Donc là, on a 15 jeunes qui sont en première Bac Pro Service aux personnes et au territoire. Et l'objectif, c'est de partir 5 jours à Toulouse et 15 jours au Portugal afin de découvrir déjà la métropole et aussi le côté Portugal sur 7 jours de stage en milieu professionnel. Donc soit en petite enfance ou soit en personnes âgées. Et l'objectif, c'est d'acquérir de nouvelles compétences qu'on ne peut pas forcément avoir ici en Guyane par faute de structures adaptées à l'accueil des jeunes. On est sur un partenariat avec la Fédération Midi-Pyrénées de France et lorsqu'on va aller en métropole au niveau de Toulouse, on rejoint une autre MFR qui, eux, vont partir avec nous. Donc pareil, la même classe que eux, mais dans l'autre MFR, des premières Bac Pro.
Et sur place, ils seront en binôme sur les lieux de stage au Portugal. Là, sur les 15 jeunes qu'on a, donc, qui sont originaires de Saint-Georges, Camopied et de Regina, donc de l'Est guyanais, on en a 90% qui n'ont jamais été en métropole, voire pas du tout pris l'avion. Prenant l'avion pour la première fois pour certains, nul doute que cette expérience devrait en ravir plus d'un. Ils reviendront de leur voyage européen le 19 mars prochain. Un mot de sport dans ce journal avec des Guyanais qui ont excellé à leur échelle, dans leur domaine, à l'échelle nationale, dans leur discipline. Ce week-end, Kenny Joseph du club Guyane Ring, qui est sacré champion de France de boxe amateur. Et puis l'athlète Jemina Joseph du club de Kourou qui a remporté l'épreuve de 200 mètres féminin en 24 secondes 08 lors du championnat de France des jeunes en salle. Dans le reste de l'actualité, rendons-nous en Guadeloupe. Le collectif de défense du CHU a lancé un appel à la mobilisation dès demain, remettant en cause la version officielle de la direction sur l'état sanitaire de l'établissement. Il réclame la vérité. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Toute la vérité sur l'incendie, c'est ce que réclame le collectif de défense du CHU, réuni de nouveau ce matin au centre hospitalier. Autrement dit, tout va bien. Alors qu'on n'a pas cherché, ça nous était pour chercher, ça a été pour chercher normalement. Mais par contre, il y a des traces de chlore dans l'atmosphère là, ça veut dire qu'il y a un côté, il faut aller plus loin dans la recherche à chlore. Donc ça veut dire que là encore, la direction qui a trompé nous, la direction qui a trompé la population là, la direction a été en train de camoufler en vérité. Nous avons demandé la vérité, c'est quand qui brûlait le 28. Et ça qui brûle là, qui impacte la santé à monde, santé à les malades, mais bien évidemment qui impacte ces structures là lui-même, ces établissements là. Est-ce qu'il y a un métier aujourd'hui là, des contenus recevoir monde? Est-ce qu'il y a des points de disposition pour remettre aux normes de climatisation, mais aux normes en matière d'incendie et électrique. Pour le docteur Elie, prendre part à ce collectif est une évidence. Son objectif, faire entendre la voix du personnel soignant. On se rend compte qu'il y a pas mal de choses un peu anormales de notre point de vue et injustifiées qui se produisent, des décisions qui sont prises avec certains intérêts, une vision que possède chaque personne. Donc nous ne connaissons forcément pas les tenants et les aboutissants. Donc on a décidé, comme on dit, de nous réveiller, de faire entendre notre voix au profit du CHU, des patients que nous prenons en charge quotidiennement et de nous-mêmes. Je pense que là maintenant, il est quand même temps de trouver une organisation plus efficiente. Et même si nous sommes aux eaux claires, c'est vraiment pas satisfaisant, étant donné qu'en tant que chirurgien, nous sommes obligés carrément de s'entretuer, entre guillemets, afin de pouvoir répondre à notre mission de service public, c'est-à-dire soigner des patients, opérer des patients. Le collectif de défense du centre hospitalier envisage donc de durcir le ton dès demain en organisant une manifestation devant le CHU. Santé toujours, selon l'Organisation mondiale de la santé, il existe plus de 800 perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Résidus de pesticides dans les aliments, substances toxiques dans les produits pour bébés, ils perturbent le fonctionnement des hormones. Ce samedi, l'Association de sauvegarde de l'environnement et de la santé de Martinique a tenu une journée de sensibilisation à ce sujet. Le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Parmi les professionnels de santé, représentants d'associations et le grand public, Hélène. Cette maman se sent concernée par les perturbateurs endocriniens environnementaux et par leurs effets sur ses enfants. Il s'agit de favoriser un bon développement des enfants, vu tout ce qu'il y a comme pesticides, avec tous les problèmes maintenant qu'on sait du chlordécone, de ce qu'on a vécu auparavant, donc les protéger. Insecticides, plastiques, emballages et même dans l'alimentation. C'est qu'ils sont partout, ces perturbateurs endocriniens. Une pollution continuelle qui perturbe le fonctionnement de nos hormones, une exposition qui commence très tôt à travers le placenta maternel, non sans conséquences parfois sur plusieurs générations. Ça peut être des troubles de la reproduction comme la stérilité. Vous entendez parler d'hyperactivité et de troubles de l'attention, c'est le jeune enfant, surtout le garçon. L'autisme éventuellement. Vous avez le diabète et l'obésité qui sont concernés. Et certains cancers, comme le cancer de la prostate, qu'on connaît bien aux Antilles, l'exposition du fœtus dans le ventre de sa mère à ces perturbateurs peut entraîner une espèce d'empreinte, de marque sur le gène du fœtus qui vont contribuer à certaines pathologies à l'âge adulte. Et ces marques peuvent effectivement se transmettre sur plusieurs générations.
Heureusement, les effets néfastes des perturbateurs endocriniens sur les gènes des enfants ne sont pas toujours définitifs. Il suffirait dans certains cas d'en réduire l'exposition, à condition d'un diagnostic précoce auprès des populations les plus exposées, un travail qui a débuté en Italie. En Italie, le ministère de la Santé a financé cette année une grande étude sur les placentas dans certaines villes qui sont très polluées, puisque nous, on espère comme ça de pouvoir voir quels sont les polluants majeurs, de pouvoir faire un diagnostic précoce chez les enfants qui sont les plus exposés, de pouvoir les suivre et de pouvoir les soigner mieux d'une façon, disons, du moment où on a les marqueurs et on reconnaît les enfants qui ont été exposés. Donc, on peut bien espérer, et je crois qu'à la Martinique, il faudrait faire la même chose. Pour l'heure, aucune étude ni dispositif du genre n'est déployé dans l'île. Mais ce type de rencontre, initié par l'AMSES Martinique, et le travail des élus auprès de l'État sur les conséquences du chlordécone sur la population, pourrait bien être le début d'une démarche sanitaire destinée à lutter localement contre les perturbateurs endocriniens. Refermons ce journal avec la 55e édition du Salon de l'Agriculture qui a ouvert ses portes au Parc des Expositions ce samedi à Paris. Un rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels du milieu agricole venus de la France entière et pour les chefs d'État. Mais Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas se rendre au pavillon d'Outre-mer pour sa première visite en tant que président de la République. Une décision qui en déçoit plus d'un, mais les exposants antillais et guyanais comptent bien faire un bon salon avec ou sans la venue du président. Reportage à Paris de Solène Boissé. Peu importe que le président vienne ou non, les exposants antillais ne semblent pas lui en tenir vigueur. Même si la déception se fait sentir du côté des agriculteurs, tous préfèrent se concentrer sur le véritable enjeu, satisfaire les clients fidèles et en trouver des nouveaux. Moi, quand je me déplace à 8000 km, c'est pas pour voir M. Macron. Je viens pour voir les amoureux de Biel. Des gens qui aiment notre homme et qui nous attendent chaque année. C'est dommage, mais c'est lui qui est perdant en fait s'il passe pas nous voir. Donc nous on sait déjà ce qu'il y a, la richesse en fait qu'il y a dans les Outre-mer. Si lui il prend pas le temps de venir nous voir, c'est tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Tant pis pour Emmanuel Macron, mais tant mieux pour les nombreux amateurs venus retrouver leurs produits fétiches. Rémia s'est installée en Hexagone depuis seulement 6 mois. Je voudrais prendre 4 ou 5 piments s'il vous plaît. Alors elle est venue se réapprovisionner sur ce stand guadeloupéen. Ah, ça me ressource de voir tout ça, le rhum, le piment, les légumes et les fruits pays. Franchement, ça fait plaisir. Pour d'autres, c'est une véritable immersion dans l'inconnu. Michael vient pour la première fois sur le salon et c'est ce stand guyanais qui a éveillé sa curiosité. Comment a été découvert ce piment, j'ai envie de... Ça a toujours été en Guyane? Oui, le piment végétarien, c'est vraiment connu chez nous. Surprenant et très agréable en bouche. Le stand est une découverte. J'ai des connaissances qui viennent de Guyane, mais je n'ai jamais personnellement goûté aux produits. C'est l'occasion de venir découvrir les produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au quotidien. 650 000 visiteurs sont attendus sur le salon pour cette édition 2018. Une forte fréquentation qui devrait pouvoir profiter au stand de la banane de Guadeloupe et de Martinique, hautement impacté par les récents épisodes climatiques. La filiale espère que ce grand rendez-vous lui permettra de prouver qu'elle est déjà prête à se relever. C'est la fin de cette tranche d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. La Guyane au cœur de l'attention de deux ténors du centre et de la gauche radicale. Christophe Castaner du parti présidentiel et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise sont aux côtés de leurs candidats pour la législative partielle de la seconde circonscription. De la sécurité au menu de ce journal, 3 collèges de Guyane bénéficient d'une surveillance rapprochée dans cette rentrée scolaire pour la Fédération autonome des parents d'élèves. Il s'agit tout juste d'une solution à court terme. Et puis, 15 jeunes en bac professionnel s'envolent aujourd'hui pour Toulouse et le Portugal, un séjour de 3 semaines dans le cadre des échanges Erasmus pour découvrir les métiers des services à la personne. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Très bonne soirée sur ATV Guyane.